Dans une ferme isolée du comté de Wilkinson, en Géorgie, 6 cercueils ont été découverts, enterrés côte à côte, le 23 mars 1906. À l'intérieur, les corps de jeunes adultes, portant tous la même date de naissance, gravés sur des médaillons identiques. 18 ans exactement après la nuit où leurs parents ont péri dans les flammes. Avant de poursuivre cette histoire qui vous glacera le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment 6 enfants innocents sont devenus les témoins silencieux d'une conspiration qui traverserait 2 décennies. L'année 1888 marquait la 23e année depuis la fin de la guerre de sécession. Mais dans le comté de Wilkinson, comme dans tant d'autres régions du Sud profond, les blessures de ce conflit restaient ouvertes, purulentes, infectées par la haine et le ressentiment. La reconstruction avait officiellement pris fin 11 ans plus tôt, laissant derrière elle un vide juridique et moral où prospéraient les milices clandestines et les sociétés secrètes. Le comté de Wilkinson s'étendait sur des terres autrefois prospères, maintenant marquées par l'abandon et la pauvreté. Les plantations de coton qui avaient fait la richesse de quelques familles blanches avant la guerre subsistaient dans un état de dégradation progressive. Les grandes demeures à colonnes blanches montraient des fissures béantes dans leurs façades. Leurs vérandas s'affaissaient sous le poids des années et de l'humidité subtropicale qui rongeait tout. Entre ces vestiges d'un monde révolu s'étendaient des champs cultivés par d'anciens esclaves devenus métayers, piégés dans un système d'endettement perpétuel qui reproduisait l'esclavage sous une autre forme. La ville principale, Irwinville, comptait à peine 2000 habitants. Sa rue principale était bordée de boutiques aux vitrines poussiéreuses, d'un bureau de poste qui servait également de tribunal lors des rares sessions judiciaires, d'une église baptiste dont le clocher penché témoignait d'un orage violent survenu 3 ans plus tôt, et de 2 saloons où se retrouvaient les hommes blancs après le coucher du soleil. À la périphérie, séparée par une ligne invisible mais absolue, se trouvaient les quartiers où vivait la population noire, des cabanes en bois assemblées avec les matériaux de récupération, sans eau courante, sans électricité, reliées entre elles par des chemins de terre qui devenaient des rivières de boue pendant les pluies. C'est dans ce contexte que 6 familles d'Ahanoirs avaient réussi contre toute attente à acquérir légalement des terres agricoles. Pas des grandes étendues, mais suffisamment pour cultiver leur propre nourriture, élever quelques animaux et surtout échapper au système des métayers qui maintenaient leurs voisins dans une dépendance économique étouffante. Ces 6 familles étaient les Dalton, les Cartwright, les Brennan, les Hutchinson, les Lambert et les Simmons. Leurs propriétés, modestes mais précieuses, formaient un arc le long de la rivière Oconee, sur des terres que personne n'avait voulu pendant la guerre mais qui, cultivées avec patience et détermination, produisaient maintenant des récoltes enviables. Chaque famille comptait entre 4 et 7 membres. Les hommes travaillaient à la terre depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Les femmes s'occupaient des potagers, des animaux domestiques et de l'éducation des enfants. Car c'était là un élément crucial qui distinguait ces familles. Toutes avaient la ferme intention d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette école pour enfants noirs que le révérend Joshua Crawford avait établie dans l'ancien entrepôt de tabac abandonné au mépris des menaces qu'il recevait régulièrement. Les 6 enfants dont nous allons suivre le destin étaient nés la même année, entre janvier et avril 1888. Il y avait Thomas Dalton, l'aîné, né le 4 janvier. Suivait Rebecca Cartwright, le 15 janvier, puis Samuel Brennan, le 8 février, Mary Hutchinson, le 23 février, Elijah Lambert, le 17 mars, et enfin Sarah Simmons, la plus jeune, née le 19 avril. Leurs parents se connaissaient bien, s'entraidaient lors des récoltes, partageaient leurs outils, et surtout, partageaient un rêve. Que leurs enfants grandissent dans un monde meilleur, où la couleur de leur peau ne déterminerait pas leur destin. Mais dans le comté de Wilkinson, en cette année 1888, certains hommes blancs
voyait dans cette aspiration une menace insupportable. Ces hommes se réunissaient la nuit, revêtus de longues robes blanches et de cagoules pointues, transformés par l'anonymat en instruments d'une terreur méthodique. Le Ku Klux Klan, officiellement dissous en 1872, continuait d'opérer dans l'ombre, protégé par un réseau de complicité qui s'étendait des shérifs locaux jusqu'aux juges de district. La nuit du 12 septembre 1888 resta gravée dans la mémoire collective du comté de Wilkinson comme la nuit des 6 feux. Le shérif adjoint Marcus Keller, dans son rapport officiel daté du lendemain, écrivit simplement « Incendies accidentels survenus dans 6 propriétés agricoles. 19 victimes. Enquête en cours ». Ce rapport, retrouvé des décennies plus tard dans les archives du comté, ne mentionnait ni les empreintes de sabots entourant chaque maison brûlée, ni les douilles de cartouches ramassées par les voisins, ni les témoins qui avaient vu des cavaliers masqués converger vers les fermes peu après minuit. La soirée avait commencé normalement. Dans la ferme des Dalton, Margaret Dalton berçait son fils Thomas, âgé de 8 mois, en chantant doucement une berceuse que sa propre mère lui avait apprise. Son mari, Abraham, réparait une roue de chariot à la lueur d'une lanterne dans la grange, ses mains calleuses maniant les outils avec la précision d'un artisan. Chez les Cartwright, Anna venait de coucher la petite Rebecca et préparait le pain pour le lendemain, pétrissant la pâte avec cette régularité hypnotique des gestes 1000 fois répétés. Son mari, Daniel, lisait la Bible à voix basse, ses lèvres formant silencieusement les mots dans la pénombre. Les Brennan finissaient un repas tardif. William racontant à sa femme Grace une anecdote sur la jument têtue qu'il avait essayé de ferrer l'après-midi même, leur rire se mêlant au gazouillis du petit Samuel endormi dans son berceau. Chez les Hutchinson, Catherine cousait une robe pour Mary, tandis que son mari Joseph comptait et recomptait les pièces, mises de côté pour acheter un nouveau soc de charrue, un luxe qu'il pourrait enfin s'offrir après la prochaine récolte. Dans la maison des Lambert, Ruth écrivait une lettre à sa sœur installée en Pennsylvanie, décrivant avec fierté les premiers sourires d'Elijah, pendant que son mari Nathan sculptait un hochet en bois. Et chez les Simmons, Clara chantonnait en berçant Sarah, la plus jeune de tous ses enfants, tandis que son mari Robert vérifiait une dernière fois que les portes et fenêtres étaient bien fermées, car, depuis quelques semaines, une inquiétude diffuse s'était installée dans la communauté. Les signes avant-coureurs avaient été subtils. Des croix brûlées apparaissaient sporadiquement dans les champs environnants, jamais directement sur les propriétés des 6 familles, mais suffisamment proches pour constituer un avertissement. Des menaces anonymes avaient été glissées sous les portes des églises fréquentées par les familles noires. Le révérend Crawford avait reçu une lettre particulièrement explicite. Les nègres qui se prennent pour des propriétaires terriens feraient du mieux de retourner à leur place avant qu'on les y force. Les hommes avaient discuté de ces menaces lors d'une réunion secrète 3 jours avant le drame, dans le grenier à foin de la ferme Dalton. Ils avaient décidé de rester vigilants, mais de ne pas céder à l'intimidation. C'était leur droit légal de posséder ces terres. Les papiers étaient en règle, achetés avec l'argent durement gagné, enregistrés officiellement au bureau des actes. Ils ne pouvaient pas abandonner tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Cette décision leur coûterait la vie. Aux alentours de 00h30, selon les témoignages ultérieurs des voisins qui n'osèrent les livrer que des années plus tard, et uniquement à voix basse, un groupe d'une 20aine de cavaliers masqués émergea de la forêt de pins qui bordait la rivière. Ils se divisèrent en 6 groupes de 3 à 4 hommes, chaque groupe se dirigeant vers l'une des fermes. La coordination était militaire, précise, répétée. Ce n'était pas le premier raid du clan dans la région, et l'expérience se lisait dans la synchronisation parfaite de leurs mouvements. À la ferme Dalton, Abraham entendit le premier les chevaux. Il sortit de la grange, sa lanterne à la main, pensant peut-être à un voisin en détresse. Il vit les silhouettes blanches et fantomatiques dans l'obscurité et comprit immédiatement. Il eut le temps de crier « Margaret, prends le bébé !» avant que les premières détonations ne déchirent la nuit. Il s'effondra dans la poussière de la cour, 3 balles dans la poitrine.
Margaret entendit les coups de feu, saisit Thomas de son berceau et courut vers la porte arrière. Mais les assaillants avaient prévu cette fuite. 2 hommes masqués l'attendaient. L'un d'eux lui arracha le bébé des bras, tandis que l'autre versait du pétrole à l'entrée de la maison. Elle supplia, tomba à genoux, tendit les mains vers son enfant. Le cavalier qui tenait Thomas le déposa brutalement sur le sol à quelques mètres de la maison. Le bébé vivra pour témoigner de ce qui arrive à ceux qui oublient leur place, dit-il d'une voix étonnamment calme. Puis ils refermèrent Margaret à l'intérieur et allumèrent le feu. La même scène, avec de légères variations dans l'horreur de ces détails, se reproduisit simultanément aux 5 autres fermes. Daniel Cartwright tenta de se battre avec une fourche et reçut une décharge de chevrotine en plein visage. Anna fut enfermée dans la maison avec lui, leur corps retrouvés enlacés le lendemain dans les décombres calcinés. La petite Rebecca fut déposée dans le poulailler, protégée par ces murs de bois des flammes qui consumèrent la maison principale. William Brennan était un homme fort, ancien forgeron, et il réussit à désarmer l'un de ses agresseurs avant d'être abattu par 2 autres. Grace tenta de fuir avec Samuel, mais trébucha dans l'obscurité. Les hommes du clan lui arrachèrent l'enfant et la poussèrent dans la maison en flammes. Samuel fut laissé dans un sillon de labour, ses pleurs couverts par le crépitement des flammes. Joseph Hutchinson se battit avec le courage du désespoir, utilisant ses mains nues contre les armes à feu. Il reçut 7 balles avant de s'effondrer. Catherine fut traînée hors de la maison avec Mary dans les bras. Les hommes masqués lui ordonnèrent de choisir sa vie ou celle de son enfant. Elle choisit son enfant sans une seconde d'hésitation. Ils prirent Mary de ses bras, la déposèrent sur le sol, puis repoussèrent Catherine dans la maison qu'ils incendièrent immédiatement. Nathan Lambert tenta une autre tactique. Il offrit tout ce qu'il possédait, supplia, négocia. Les cavaliers écoutèrent ses supplications en silence, puis l'un d'eux dit « Nous ne voulons pas ton argent, nègre, nous voulons ta terre et ta disparition ». Ils le pendirent à l'arbre devant sa maison, forçant Ruth à regarder avant de l'enfermer avec les flammes. Elijah fut retrouvé le lendemain sous le porche, miraculeusement épargné par l'effondrement de la structure. Robert Simmons tenta de fuir avec sa famille par la rivière. Ils ne parcoururent que quelques dizaines de mètres avant d'être rattrapés. Robert fut noyé dans les eaux peu profondes de l'Oconee, maintenu sous la surface par des mains gantées jusqu'à ce que ses poumons cèdent. Clara fut ramenée à la maison avec Sarah. Ils permirent à Clara de déposer sa fille dans la remise à outils avant de mettre le feu à la maison principale avec elle à l'intérieur. Lorsque le soleil se leva le 13 septembre, 6 colonnes de fumée s'élevaient encore dans le ciel gris du comté de Wilkinson. 6 bébés avaient survécu, laissés intentionnellement en vie selon un plan dont la cruauté ne se révélerait que 18 ans plus tard. 19 adultes étaient morts, leur corps carbonisé ou criblé de balles. Et pas un seul témoin n'osa parler publiquement de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Les 6 bébés furent recueillis par des familles de la communauté noire d'Irwinville, des gens à peine moins pauvres que les parents assassinés, mais qui ne pouvaient concevoir d'abandonner ces orphelins à leur sort. Le révérend Crawford, malgré les menaces qui pleuvaient désormais quotidiennement sur son église, organisa une collecte discrète pour subvenir aux besoins des enfants. Des familles blanches progressistes, rares mais existantes, contribuèrent anonymement, glissant des enveloppes sous la porte du presbytère à la faveur de l'obscurité. Thomas Dalton fut adopté par Ézéchiel et Naomi Freeman, un couple sans enfants qui tenait une petite échoppe de cordonnerie dans le quartier noir. Rebecca Cartwright alla vivre avec sa tante maternelle, Esther Johnson, et son mari Moses, qui exploitait une parcelle de terre comme métayer. Samuel Brennan fut pris en charge par les Henderson, une famille nombreuse où il devint le 8e enfant. Mary Hutchinson trouva refuge chez les pasteurs Lewis, qui dirigeaient une église méthodiste dans le comté voisin. Elijah Lambert fut recueilli par son oncle paternel, Isaiah, un homme taciturne qui travaillait comme charpentier. Sarah Simmons, la plus jeune, fut adoptée par les Turner, un couple âgé qui avait perdu leurs propres enfants lors d'une épidémie de fièvre jaune des années auparavant.
L'enquête officielle sur les incendies fut close en moins de 2 semaines. Le rapport final, signé par le shérif Tobias Whitfield lui-même, concluait à des incendies accidentels d'origine indéterminée, possiblement causés par des lampes à pétrole renversées. Aucune mention des témoignages des voisins qui avaient entendu les coups de feu. Aucune référence aux traces de chevaux ou aux douilles retrouvées. Aucune investigation sur la coïncidence troublante de 6 incendies simultanés dans 6 maisons situées à plusieurs kilomètres les unes des autres. Les terres des familles assassinées furent saisies pour impôts impayés, moins de 6 mois après le drame. Une société d'investissement enregistrée à Atlanta, la Southern Agricultural Development Company, les acquit lors d'une vente aux enchères publiques où, curieusement, aucun autre enchérisseur ne se présenta. Les nouveaux propriétaires ne cultivèrent jamais ces terres. Elles restèrent en friche pendant des années, comme un rappel silencieux de ce qui attendait ceux qui osaient s'élever au-dessus de leur place assignée. Dans la communauté noire d'Irwinville, un silence de plomb s'installa. On évitait de mentionner les noms des victimes. Les discussions sur cette nuit-là se faisaient à voix basse, portes fermées, fenêtres couvertes. La peur s'était infiltrée dans chaque aspect de la vie quotidienne. Le clan avait accompli son objectif, terroriser toute une population, décourager toute velléité d'indépendance économique ou sociale, réaffirmer par la violence la hiérarchie raciale que la guerre et la reconstruction avaient théoriquement abolie. Les 6 orphelins grandirent dans ce climat de terreur enfoui. Leurs familles adoptives leur racontèrent, quand ils furent assez âgés pour comprendre, comment leurs parents étaient morts. Mais ces récits furent toujours enveloppés de précautions, d'euphémismes, de silences éloquents. « Tes parents sont morts dans un incendie » devenait le récit officiel, celui qu'on pouvait répéter en public sans risquer de représailles. La vérité plus sombre, celle des cavaliers masqués et des meurtres prémédités, ne se transmettait que dans l'intimité, accompagnée d'avertissements solennels. Ne parle jamais de ça dehors, ne fais jamais confiance aux Blancs. Reste à ta place si tu veux survivre. Mais quelque chose d'autre se transmettait également entre ces enfants, quelque chose que leurs familles adoptives ne contrôlaient pas complètement. Peut-être était-ce la mémoire collective de la communauté, peut-être simplement le fait qu'ils partageaient ce lien tragique, mais les 6 orphelins développèrent entre eux une connexion profonde. Ils se retrouvaient à l'église le dimanche, jouaient ensemble dans les rares moments de répit de leur enfance laborieuse, partageaient leurs maigres friandises et leurs rêves d'avenir. Le révérend Crawford, qui n'avait jamais fermé son école malgré les menaces, veilla personnellement à leur éducation. Il leur apprit à lire et à écrire, chose encore rare parmi les enfants noirs du comté. Il leur enseigna l'histoire, les mathématiques, la géographie. Mais surtout, il leur inculqua un sens de la justice et de la dignité qui allait à l'encontre de tout ce que la société blanche du Sud tentait d'imposer. « Vous êtes les enfants de héros », leur disait-il lors de leçons privées qu'il leur donnait le soir, après la fermeture de l'école. « Vos parents sont morts parce qu'ils refusaient d'être traités comme du bétail. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous valez moins qu'un autre être humain. » Ces paroles trouvèrent un écho particulier chez Thomas Dalton, l'aîné des 6. Enfant sérieux et studieux, il développa une passion pour l'histoire et la loi. Il lisait tous les livres qu'il pouvait trouver, empruntés discrètement par le révérend Crawford à des bibliothèques de comtés plus progressistes. À 12 ans, il connaissait la Constitution américaine par cœur, y compris les amendements d'après-guerre qui garantissaient théoriquement l'égalité devant la loi. L'écart entre ses promesses écrites et la réalité quotidienne de l'injustice le consumait d'une rage froide qu'il apprenait à dissimuler sous un masque de déférence obséquieuse. Rebecca Cartwright grandit différemment. Silencieuse et observatrice, elle développa une mémoire prodigieuse. Elle se souvenait de chaque visage, chaque nom, chaque détail des histoires que les adultes racontaient. À 14 ans, elle avait mentalement compilé une liste de tous les hommes blancs d'Irwinville qui, selon les rumeurs chuchotées, auraient en participé au raid de 1888.
Elle ne partageait cette liste avec personne, la gardant comme un trésor secret et terrible au fond de son esprit. Samuel Brennan était le plus costaud des 6. Un garçon au tempérament fougueux qu'il devait constamment réprimer pour ne pas attirer l'attention. Il travaillait comme aide dans une forge, frappant le métal avec une violence contenue qui inquiétait parfois son employeur, un homme blanc nommé Jennings qui, contrairement à beaucoup d'autres, traitait ses employés noirs avec une relative décence. Samuel rêvait de devenir forgeron lui-même, d'avoir son propre atelier, de créer quelque chose de ses mains. Mary Hutchinson développa une piété intense qui déconcertait parfois ses parents adoptifs. Elle passait des heures à prier, à lire la Bible, à méditer sur les concepts de justice divine et de vengeance céleste. « Le Seigneur voit tout », disait-elle souvent. « Le jugement viendra. » Cette foi absolue dans une justice transcendante était peut-être sa façon de supporter l'injustice omniprésente du monde dans lequel elle vivait. Elijah Lambert était le plus introverti des 6. Il parlait peu, mais observait tout. Son oncle Isaiah, charpentier talentueux malgré son tempérament sombre, lui avait appris son métier. Elijah excellait dans la précision du travail du bois, trouvant dans les mesures exactes et les angles parfaits une forme de réconfort face au chaos moral du monde. Il construisait des meubles d'une beauté simple que même certains clients blancs reconnaissaient. Sarah Simmons, la Benjamine, grandit comme une enfant lumineuse malgré les ombres de son histoire. Elle chantait constamment, sa voix claire résonnant dans les rues poussiéreuses du quartier noir. Les gens s'arrêtaient pour l'écouter, trouvant dans sa musique un bref répit à leur vie difficile. Ses parents adoptifs, les Turner, la chérissaient comme le cadeau inattendu de leurs vieux jours. L'année 1906 approchait, et avec elle, le 18e anniversaire des 6 orphelins. Dans le sud de cette époque, 18 ans représentaient le passage à l'âge adulte, avec tout ce que cela impliquait de droits et de responsabilités, du moins théoriquement. Pour les jeunes hommes noirs, cela signifiait surtout devenir une cible potentielle pour les lynchages, les arrestations arbitraires, le travail forcé dans les chaînes de prisonniers. Pour les jeunes femmes noires, les dangers étaient différents, mais tout aussi omniprésents. Thomas Dalton, qui avait maintenant 17 ans et 11 mois, avait commencé à travailler comme clerc pour un avocat blanc nommé Harrison Pembroke. C'était un arrangement inhabituel, presque scandaleux aux yeux de certains. Mais Pembroke était un homme singulier, un nordiste installé dans le sud après la guerre, qui maintenait des opinions progressistes malgré les pressions sociales. Il avait reconnu l'intelligence exceptionnelle de Thomas et, dans un rare élan d'équité, lui avait offert cette position. Thomas copiait des documents légaux, organisait les dossiers et surtout apprenait. Il absorbait les subtilités de la loi comme une éponge, comprenant peu à peu comment le système judiciaire pouvait être manipulé pour opprimer ou, potentiellement, pour protéger. C'est dans les archives de Pembroke, en février 1906, que Thomas tomba sur un document qui allait tout changer. Il cherchait un précédent pour une affaire de litige foncier lorsqu'il découvrit, classé par erreur dans le mauvais dossier, une copie d'un acte de vente datant de mars 1889. C'était la transaction par laquelle la Southern Agricultural Development Company avait acquis les 6 propriétés des familles assassinées. Mais ce qui attira l'attention de Thomas fut une annotation marginale, griffonnée d'une écriture précipitée. Paiement effectué aux actionnaires TW, MK, JH, RL, CS, BT, $500 chacun. Les initiales. Thomas les fixa longuement, son cœur battant la chamade. TW pouvait être Tobias Whitfield, le shérif qui avait supervisé l'enquête biaisée. MK, Marcus Keller, son adjoint. JH pourrait être Josiah Harper, le juge de paix du comté. RL, Robert Landry, un propriétaire terrien important. CS, Cyrus Sawyer, le banquier local. BT Benjamin Tucker, le maire d'Irwinville à l'époque. Ce n'était pas une preuve formelle. Les initiales pouvaient correspondre à d'autres noms.
Mais combinées avec les rumeurs, les chuchotements, les silences éloquents qui avaient ponctué toute son enfance, elles formaient un portrait accablant. Les autorités locales avaient non seulement couvert le massacre, mais elles en avaient profité financièrement. Le meurtre de ses parents et des autres n'était pas seulement un acte terroriste visant à maintenir la suprématie blanche, c'était aussi une opération commerciale calculée pour s'approprier des terres de valeur. Thomas photographia mentalement le document, incapable de le voler sans risquer son emploi et potentiellement sa vie. Il retourna à ses tâches routinières, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il devait partager cette découverte avec les autres orphelins. Mais comment le faire sans attirer l'attention? Les 6 se voyaient régulièrement, mais toujours sous des prétextes anodins. Conscient que tout rassemblement de Noirs pouvait être perçu comme suspect par les autorités blanches. L'occasion se présenta le dimanche suivant, après le service religieux. Les 6 orphelins avaient pris l'habitude de se retrouver près de la rivière Oconee, à un endroit isolé où les arbres formaient une voûte naturelle protégeant leur intimité. Ils s'y rendaient séparément, par des chemins différents, une précaution qui pouvait sembler paranoïaque mais qui, dans le contexte du comté de Wilkinson, était simplement prudente. Lorsque Thomas leur révéla sa découverte, les réactions furent diverses, mais intenses. Rebecca resta silencieuse longtemps, ses yeux fixant l'eau turbulente de la rivière. Puis elle dit doucement : « Je savais que Whitfield était impliqué. Ma tante m'a raconté qu'elle l'avait vu cette nuit-là, galopant vers la ville avec d'autres cavaliers. Elle n'a jamais osé le dire à personne d'autre. » Samuel frappa du poing contre un tronc d'arbre, faisant trembler les feuilles. « Que pouvons-nous faire, même si nous avons des preuves, qui nous écoutera ? Quel juge blanc va condamner d'autres blancs sur le témoignage de nègres ? » « Il ne s'agit pas seulement de témoignages, » répondit Thomas, sa voix restant calme malgré l'émotion qui transparaissait dans ses yeux. « Il existe des documents, des transactions financières, des traces papier. Si nous pouvons assembler suffisamment de preuves, les présenter aux autorités fédérales. » « Les autorités fédérales ?» interrompit Elijah avec un rire amer. « Tu veux dire celles qui ont abandonné la reconstruction ? Celles qui ont laissé le Sud retourner à ses vieilles habitudes ?» Mary prit la parole, sa voix douce mais ferme. « La Bible nous enseigne que la vérité finira par éclater. Peut-être est-ce notre devoir de la révéler, quelles qu'en soient les conséquences. » Sarah, la plus jeune, ajouta : « Nos parents sont morts pour avoir osé être libres. Si nous restons silencieux, leur mort n'aura servi à rien. » Ils débattirent pendant des heures, pesant les risques et les possibilités. Finalement, ils convinrent d'un plan, ou plutôt du début d'un plan. Thomas continuerait à chercher des documents dans les archives de Pembroke. Rebecca interrogerait discrètement les anciens de la communauté, collectant les témoignages oraux que personne n'avait osé coucher par écrit. Samuel essaierait de se rapprocher de certains employés blancs plus jeunes, moins impliqués dans les événements de 1888, qui pourraient être disposés à parler. Mary consignerait tout par écrit, créant un récit cohérent des événements. Elijah construirait une cache secrète où il pourrait entreposer les documents et les témoignages. Sarah servirait de messagère, sa jeunesse et son apparence innocente attirant moins les soupçons. C'était un plan dangereux, probablement voué à l'échec, mais c'était aussi la première fois depuis leur naissance qu'ils sentaient pouvoir agir plutôt que simplement subir. Les semaines suivantes virent les 6 orphelins exécuter leur plan avec une prudence méticuleuse. Thomas découvrit d'autres documents compromettants, notamment des correspondances entre la Southern Agricultural Development Company et diverses autorités locales. Rebecca collecta 13 témoignages détaillés, tous racontant des variantes de la même histoire horrible. Samuel apprit d'un jeune employé de banque dont le père avait refusé de participer au raid, malgré les pressions, les noms de plusieurs autres membres du clan impliqués. Mais à mesure qu'ils progressaient, ils commencèrent à remarquer des signes inquiétants. Des regards appuyés dans la rue, des conversations qui s'interrompaient brusquement à leur approche. Des questions indiscrètes sur leurs activités. Quelqu'un, quelque part, les surveillait. Le 2 mars 1906, Harrison Pembroke convoqua Thomas dans son bureau.
L'avocat avait l'air troublé, vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il ferma soigneusement la porte avant de parler. « Thomas, j'ai reçu hier soir la visite de plusieurs messieurs influents du comté. » Commença-t-il, son accent du Nord plus prononcé qu'à l'ordinaire, signe de son agitation. « Ils m'ont informé de manière très peu subtile que ton emploi dans ce bureau déplaisait à certaines personnes. Ils ont suggéré, et je cite, qu'un jeune nègre trop éduqué représentait un danger pour l'ordre social. » Thomas sentit son sang se glacer, mais il maintint une expression neutre. « Je comprends, monsieur Pembroke. Je démissionnerai immédiatement si ma présence vous cause des problèmes. »« Ne sois pas stupide, » rétorqua Pembroke avec une pointe d'impatience. « Je ne te demande pas de partir. Je te mets en garde. Ces hommes n'étaient-ils pas là simplement pour se plaindre de ton emploi? Ils enquêtent sur toi et tes amis. Ils savent que vous vous réunissez régulièrement. Ils soupçonnent que vous fomentez quelque chose. Nous ne faisons rien d'illégal, » répondit Thomas prudemment. « L'illégalité n'a jamais arrêté le clan, » dit Pembroke d'un ton grave. « Écoute-moi bien, garçon. J'ai vu ce qu'ils font à ceux qu'ils considèrent comme des fauteurs de troubles. J'ai défendu des cas, perdu tous les procès face à des jurys entièrement blancs qui refusaient de condamner même face à des preuves accablantes. Si tu as trouvé quelque chose dans mes archives, quelque chose qui pourrait impliquer les autorités locales dans des crimes passés, je te conseille de l'oublier, pour ton propre bien et celui de tes amis. »« Et la justice ?» demanda Thomas, incapable de retenir la question. Pembroke soupira profondément. « La justice est un luxe que les Noirs ne peuvent pas se permettre dans le Sud. Pas maintenant. Peut-être dans 50 ans, dans un siècle. Mais pas de ton vivant. Si tu insistes pour poursuivre cette voie, tu finiras pendu à un arbre ou brûlé vif. Et ce sera une victoire pour eux, pas pour toi. » Thomas retourna à son travail, mais les paroles de Pembroke résonnaient dans son esprit. Le soir même, il réunit les autres en urgence dans leur refuge près de la rivière. Il leur rapporta l'avertissement. La discussion qui suivit fut tendue, révélant les tensions et les peurs qui couvaient sous leur détermination de surface. « Nous devrions arrêter, » dit Sarah, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas vous perdre, vous êtes ma seule famille. Si nous arrêtons maintenant, nous restons des victimes pour toujours. » Contra Samuel. « Ils nous ont pris nos parents, ils nous ont pris nos terres, ils nous ont pris notre dignité. Qu'est-ce qui nous reste si nous abandonnons maintenant? »« Nos vies, » répondit simplement Rebecca. « Nos vies nous restent. Peut-être que Pembroke a raison. Peut-être que ce n'est pas notre combat à mener, pas maintenant, pas ici. »« Alors quand ?» demanda Thomas avec passion. « Dans quelle génération la justice deviendra-t-elle possible? Nos enfants devront-ils vivre avec les mêmes mensonges, la même peur? Ou peut-être leurs enfants? Combien de générations doivent souffrir avant que quelqu'un ose dire la vérité? » Mary intervint d'une voix douce mais ferme. « La question n'est pas de savoir si nous devrions chercher la justice. La question est de savoir comment. Peut-être ne pouvons-nous pas changer le système maintenant, mais nous pouvons préserver la vérité. Nous pouvons documenter ce qui s'est passé, créer un enregistrement qui survivra, même si nous ne le faisons pas. Les générations futures auront besoin de savoir. » Cette perspective, moins immédiatement satisfaisante mais plus réaliste, sembla apaiser les tensions. Ils convinrent de modifier leur approche. Au lieu de chercher à exposer immédiatement les coupables, ils se concentreraient sur la création d'un dossier complet, soigneusement caché, qui pourrait un jour servir de témoignage historique. C'était un compromis entre l'action et la prudence, entre le désir de justice et l'instinct de survie. Mais ce compromis arrivait trop tard. Les forces qu'ils avaient involontairement mises en mouvement suivaient maintenant leur propre logique implacable. Le 15 mars, Ezekiel Freeman, le père adoptif de Thomas, fut arrêté sous de fausses accusations de vol. Les preuves étaient manifestement fabriquées, mais personne n'osa témoigner en sa faveur. Il fut condamné à 5 ans de travaux forcés et envoyé dans un camp pénitentiaire dont la mortalité approchait les 50%. Naomi Freeman s'effondra lors du procès et mourut d'une crise cardiaque 2 jours plus tard. Thomas comprit le message. Les autorités frappaient indirectement,
utilisant les familles adoptives pour punir les orphelins. Le 20 mars, la maison des Henderson, la famille adoptive de Samuel, brûla pendant la nuit. Samuel et les Henderson parvinrent à s'échapper, mais tout ce qu'ils possédaient fut réduit en cendres. Le shérif, le même Tobias Whitfield dont les initiales apparaissaient dans le document compromettant, conclut à un accident causé par une cheminée défectueuse. Samuel savait que c'était un avertissement, ou peut-être une répétition de l'histoire, un rappel de ce qui était arrivé à ses vrais parents. Les 6 orphelins se réunirent une dernière fois près de la rivière, le 22 mars, dans une atmosphère de peur palpable. Ils savaient maintenant qu'ils étaient directement dans le collimateur du clan. La question n'était plus de savoir s'ils seraient attaqués, mais quand et comment. « Nous devons fuir », dit Rebecca. « Partir vers le nord, maintenant, cette nuit. »« Ils ne nous laisseront pas partir », répondit Elijah sombrement. « Ils surveillent les routes, les gares. Nous sommes piégés. » Thomas sortit un paquet de documents de sa veste. « J'ai tout assemblé. Les preuves, les témoignages, les transactions financières. J'ai fait 3 copies. Si quelque chose nous arrive, au moins la vérité survivra. »« Où vas-tu les cacher ?» demanda Mary. « Une copie chez le révérend Crawford, dans un compartiment secret de la Bible de l'Église. Une autre chez Pembroke, avec une lettre lui expliquant de ne l'ouvrir qu'en cas de notre mort. La 3e, il hésita. La 3e, je vais l'enterrer ici, près de cette rivière. Si nous mourons, peut-être que quelqu'un la trouvera un jour. » Ils passèrent les heures suivantes à creuser une cache près d'un chêne tordu dont la forme distinctive servirait de repère. Ils y placèrent les documents enveloppés dans de la toile cirée, puis rebouchèrent le trou et marquèrent l'emplacement de pierres arrangées selon un motif que seuls eux pourraient reconnaître. Tandis qu'ils accomplissaient cette tâche, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis la lisière de la forêt, prenant note de chaque détail. La nuit du 23 mars 1906, exactement 18 ans après la nuit des 6 feux, le clan frappa à nouveau. Cette fois, ils ne visèrent pas les familles adoptives. Ils visèrent directement les orphelins, rassemblant leurs forces pour une action finale, définitive. Les 6 jeunes gens furent enlevés simultanément de leur maison. Des groupes de cavaliers masqués arrivèrent aux alentours de minuit, munis de cordes et de bâillons. La synchronisation était parfaite, répétant le modèle de 18 ans plus tôt. Thomas fut traîné hors de la maison des Freeman, au milieu des cris impuissants des voisins. Rebecca fut arrachée de son lit chez sa tante. Samuel, qui tentait de se défendre avec la force désespérée héritée de son père forgeron, fut matraqué jusqu'à l'inconscience avant d'être jeté en travers d'un cheval. Mary, Elijah et Sarah subirent le même sort, kidnappés dans la nuit. Leurs familles adoptives menacées de mort si elles alertaient les autorités. Les 6 orphelins furent transportés, à moitié conscients, vers une destination qu'ils ne pouvaient identifier dans l'obscurité. Le voyage dura environ 1 heure, les cavaliers maintenant un silence lugubre. Finalement, les chevaux s'arrêtèrent. Lorsque les sacs recouvrant leurs têtes furent retirés, ils découvrirent où on les avait amenés, la ferme Dalton, ou plutôt ce qu'il en restait. 18 ans après l'incendie, les ruines de la maison de Thomas se dressaient toujours, squelettes noircis témoignant de la violence passée. Les autres fermes, celles des Cartwright, Brennan, Hutchinson, Lambert et Simmons, n'étaient qu'à courte distance, toutes dans le même état d'abandon sinistre. La lune presque pleine éclairait la scène d'une lumière argentée qui rendait le paysage encore plus spectral. Une vingtaine d'hommes masqués formaient un cercle autour des 6 jeunes gens attachés. Mais l'un d'entre eux se tenait légèrement en retrait, plus grand que les autres, et il retira lentement sa cagoule. C'était Tobias Whitfield, maintenant âgé de 63 ans mais toujours imposant. Sa moustache grise parfaitement taillée, ses yeux froids comme de la glace. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous vous avons gardé en vie pendant 18 ans, commença-t-il d'une voix posée, presque conversationnelle. Certains de mes associés voulaient vous tuer avec vos parents. Des bébés nègres, après tout, qu'est-ce que ça changerait? Mais j'ai eu une meilleure idée
une idée qui démontrerait un principe important. Il se mit à marcher lentement devant eux, comme un professeur devant sa classe. Voyez-vous, le problème avec vos parents était qu'ils avaient oublié leur place. Ils s'étaient convaincus qu'être propriétaire terrien, qu'avoir des papiers légaux, qu'avoir combattu pour l'Union pendant la guerre leur donnait des droits. Ils se croyaient égaux aux Blancs. Cette illusion devait être corrigée. Il s'arrêta devant Thomas. « Nous avons pensé que vous laissez vivre, vous laissez grandir en sachant exactement ce qui était arrivé à vos parents serait une leçon plus puissante. Une démonstration que peu importe combien vous apprenez, combien vous travaillez, combien vous pensez comprendre le système, vous restez des nègres. Et les nègres n'ont pas leur place parmi les égaux des Blancs. » Marcus Keller, maintenant retiré mais toujours actif dans le clan, s'avança à son tour. « Vous avez bien joué votre rôle. Nous vous avons laissé grandir, travailler, vous éduquer même. Et qu'avez-vous fait? Exactement ce que nous pensions. Vous êtes devenu arrogant. Vous avez commencé à fouiller dans des affaires qui ne vous concernent pas. Vous avez cru pouvoir nous défier. » Thomas, malgré les liens qui coupaient ses poignets et le bâillon qui étouffait sa voix, parvint à émettre un son de défi. Whitfield l'entendit et sourit froidement. « Tu veux parler, garçon? Vas-y, voyons ce que le nègre le plus éduqué du comté a à dire. » Un des hommes masqués retira le bâillon de Thomas. Le jeune homme cracha du sang. On l'avait frappé pendant l'enlèvement, avant de parler d'une voix rauque mais ferme. « Vous pouvez nous tuer comme vous avez tué nos parents. Mais la vérité survivra. Les documents sont en sécurité. Les témoignages sont consignés. Tôt ou tard, le monde saura ce que vous avez fait. » Whitfield éclata d'un rire sans joie. « Les documents? Tu veux dire ceux que nous avons récupérés chez le révérend Crawford hier? Ou ceux que nous avons saisis dans le bureau de Pembroke ce matin? Ou peut-être ceux que tu as enterrés près de la rivière? » Le cœur de Thomas sombra. Il savait. Ils avaient tout su depuis le début. Un de vos amis noirs, quelqu'un en qui vous aviez confiance, travaillait pour nous, continua Whitfield avec une satisfaction évidente. Il nous rapportait chacun de vos mouvements. Chaque document que tu trouvais, chaque témoignage que vous collectiez, tout nous revenait. Nous vous avons laissé continuer parce que c'était amusant. Et aussi parce que cela nous donnait le temps de tout préparer pour cette nuit. Rebecca, dont le bâillon avait également été retiré, demanda d'une voix tremblante. « Qui nous a trahis? Quelle importance ?» répondit Keller. « Il a fait son devoir envers la race blanche. Il a compris que l'ordre naturel ne peut pas être perturbé. Et maintenant, vous allez comprendre la même leçon, trop tard. Samuel, dont la force physique n'était d'aucune utilité face aux cordes qui le liaient et aux armes pointées sur lui, cracha. « Vous êtes des monstres, des lâches, qui ne peuvent affronter des gens désarmés que masqués et en nombre. Nous sommes la loi, » rétorqua Whitfield calmement. « Je suis le shérif. Keller a été adjoint pendant 30 ans. Harper est juge. Nous sommes l'autorité légitime de ce comté. Vous n'êtes rien, des animaux qui ont temporairement oublié leur nature. » Mary, les larmes coulant sur ses joues, dit d'une voix brisée. « Dieu vous jugera. Si pas dans cette vie, dans la prochaine. » « Peut-être, » concéda Whitfield avec un haussement d'épaule. « Mais dans cette vie, c'est moi qui juge, et mon jugement est rendu. » Il fit un geste, et les hommes masqués se mirent en mouvement avec l'efficacité de ceux qui ont pratiqué ce rituel de nombreuses fois. 6 cordes furent jetées par-dessus les poutres calcinées encore debout des ruines de la ferme d'Alton. Des nœuds coulants furent préparés. Ce qui suivit fut rapide et brutal. Les 6 orphelins furent traînés vers les cordes, hissés sur des caisses en bois. Les nœuds furent passés autour de leur cou. Whitfield prononça une dernière déclaration, comme s'il présidait une cérémonie officielle. « Vous avez été jugés coupables de tenter d'inciter à la rébellion, de diffamer des citoyens respectables et de chercher à perturber l'ordre racial établi par Dieu et la nature. La sentence est la mort. Que votre sort serve d'exemple à tous ceux qui voudraient suivre vos traces. » Mais avant que les caisses ne soient renversées, un cri retentit dans la nuit. « Arrêtez !» Tout le monde se tourna vers la source du cri. C'était Harrison Pembroke, accompagné de plusieurs hommes, certains blancs, d'autres noirs. Ils étaient armés et tenaient des lanternes allumées. « Pembroke !» dit Whitfield avec surprise et une pointe d'irritation. «
Que faites-vous ici? C'est une affaire qui ne vous concerne pas. Je la fais mienne, répondit l'avocat fermement. J'ai alerté les autorités fédérales de ce qui se passait ici. Des marshals sont en route depuis Atlanta. Si vous tuez ces jeunes gens maintenant, vous ne pourrez pas étouffer l'affaire comme vous l'avez fait il y a 18 ans. Un murmure de mécontentement parcourut les rangs du clan. Plusieurs hommes masqués regardèrent Whitfield, attendant ses instructions. Le vieux shérif évalua la situation avec le calcul froid d'un homme qui avait toujours su naviguer entre la violence et la prudence. « Vous mentez », dit-il finalement. « Les autorités fédérales ne se déplacent pas pour des nègres, et même si vous disiez vrai, notre parole contre la leur prévaudra toujours. »« Peut-être, » concéda Pembroke, « mais êtes-vous prêt à prendre ce risque? Parce que je ne suis pas venu seul, et je ne suis pas venu sans témoin. » Tous ces hommes ici présents témoigneront de ce qu'ils ont vu cette nuit. La tension était palpable. Pendant un long moment, il sembla que la confrontation pourrait basculer dans la violence. Mais Whitfield, pragmatique jusqu'au bout, reconnut qu'il avait perdu l'avantage de la surprise et de l'obscurité. « Détachez-les », ordonna-t-il sèchement à ses hommes. Le soulagement qui traversa les 6 orphelins fut si intense qu'ils faillirent s'effondrer lorsque les cordes furent retirées. Mais leur libération était conditionnelle, et tous le savaient. « Vous avez gagné cette nuit, Pembroke, » dit Whitfield en remettant sa cagoule. « Mais ce n'est qu'une bataille dans une longue guerre. Ces nègres ne seront jamais en sécurité dans ce comté. Ni eux, ni leurs descendants, ni quiconque ose suivre leur exemple. » Le clan se retira dans la nuit, leurs silhouettes blanches disparaissant entre les arbres comme des fantômes. Pembroke et ses compagnons aidèrent les 6 orphelins à regagner la ville, où ils furent cachés temporairement dans le presbytère du révérend Crawford, lui-même meurtri par les coups qu'il avait reçus lors de la saisie des documents. Mais la victoire de cette nuit était illusoire, et tous le comprenaient. Pembroke n'avait pas réellement alerté les autorités fédérales. Il avait bluffé, espérant que la menace suffirait. Et même s'il l'avait fait, l'expérience avait montré maintes fois que la justice fédérale était impuissante face à la résistance locale et à la complicité des autorités judiciaires du Sud. Dans les jours qui suivirent, une négociation tacite s'établit. Les 6 orphelins acceptèrent de quitter le comté de Wilkinson, abandonnant toute prétention à poursuivre leurs investigations ou à exposer les crimes du passé. En échange, le clan s'engageait implicitement à ne pas les poursuivre, ni eux, ni leurs familles adoptives. C'était un compromis amer, une capitulation déguisée en arrangement pragmatique, mais c'était aussi le seul moyen de survivre. Pembroke utilisa ses contacts dans le Nord pour organiser leur exode. Thomas fut envoyé à Washington, D.C., où il trouva du travail comme clerc dans une bibliothèque juridique. Rebecca partit pour Philadelphie, où elle travailla dans une école pour enfants noirs. Samuel se rendit à Détroit, où l'industrie automobile naissante offrait des opportunités aux travailleurs noirs qualifiés. Mary entra dans un couvent catholique à Boston, cherchant dans la vie religieuse la paix que le monde séculier lui avait refusée. Elijah s'installa à Chicago, où ses compétences de charpentier étaient demandées. Sarah, la plus jeune, partit pour New York, où sa voix extraordinaire lui permit de rejoindre une chorale d'église renommée. Ils ne retournèrent jamais en Géorgie. Ils maintinrent des correspondances irrégulières, écrivant en termes codés des lettres qui évitaient soigneusement de mentionner les événements qui les avaient liés. Chacun construisit une nouvelle vie, se maria, eut des enfants. Mais le traumatisme de ces 18 premières années, culminant dans la nuit où ils avaient failli être lynchés sur les ruines des maisons de leurs parents, ne les quitta jamais vraiment. Thomas devint un défenseur discret des droits civiques, travaillant dans les coulisses pour compiler des cas de discrimination et de violence, préparant le terrain légal pour les batailles qui viendraient des décennies plus tard. Rebecca écrivit des livres pour enfants qui, sous le couvert d'histoires innocentes, enseignaient la résistance et la dignité. Samuel utilisa sa force et ses compétences pour aider à établir des communautés noires autonomes dans le Nord. Mary consacra sa vie à l'éducation et à la charité. Elijah construisit des maisons pour des familles noires qui fuyaient le Sud.
Sarah utilisa sa musique pour préserver les spirituals et les work songs, ces témoignages musicaux de la souffrance et de l'espoir de son peuple. Aucun d'eux ne parla publiquement de ce qui s'était passé cette nuit de mars 1906. Le secret fut gardé par nécessité plus que par choix. Les coupables du massacre de 1888 ne furent jamais jugés. Tobias Whitfield mourut dans son lit en 1922, respecté par la communauté blanche comme un pilier de l'ordre et de la loi. Marcus Keller vécut jusqu'en 1928, recevant lors de ses funérailles les honneurs réservés aux anciens fonctionnaires méritants. Les terres des 6 familles assassinées restèrent en friche pendant des décennies, finalement vendues par la Southern Agricultural Development Company à un promoteur immobilier dans les années 1950. Les nouveaux propriétaires ne surent jamais l'histoire de ces terres, les secrets enfouis dans leur sol. Mais l'histoire ne se termina pas complètement dans le silence. En 1963, un historien noir nommé Dr Marcus Whitmore, aucun lien avec le shérif, commença à compiler une histoire orale de la violence raciale dans le Sud profond. Il interviewa des dizaines de personnes âgées, collectant leurs souvenirs avant qu'ils ne disparaissent avec leur génération. Parmi ces témoins figurait Esther Johnson, maintenant âgée de 92 ans, la tante qui avait adopté Rebecca Cartwright. Sentant sa fin proche et n'ayant plus rien à perdre, elle raconta toute l'histoire des 6 familles et des 6 orphelins. Docteur Whitmore tenta de vérifier les faits. Il découvrit les actes de vente suspects dans les archives du comté. Il trouva les rapports d'enquête manifestement biaisés de Whitfield. Il localisa même quelques descendants des membres du clan qui, rongés par la culpabilité ou simplement las de porter le fardeau du secret familial, confirmèrent les grandes lignes de l'histoire. Il chercha également les 6 orphelins, maintenant des hommes et femmes dans la soixantaine. Il trouva Thomas en premier, toujours à Washington, maintenant retraité mais travaillant bénévolement pour la NAACP. Quand Dr Whitmore lui présenta ce qu'il avait découvert, le vieil homme resta silencieux pendant très longtemps. Puis il dit simplement « Je ne peux pas vous confirmer ces informations. Certaines portes, une fois fermées, doivent rester fermées pour la sécurité de tous. » Dr Whitmore contacta les 5 autres. Tous refusèrent de parler officiellement, bien que leurs refus fussent formulés en termes qui confirmaient implicitement la véracité de l'histoire. Il compila néanmoins un rapport détaillé, documentant les meurtres de 1888 et la tentative de lynchage de 1906. Il le soumit à plusieurs revues académiques qui le rejetèrent toutes, jugeant les preuves insuffisamment corroborées pour publication. Frustré mais déterminé, Dr Whitmore déposa son rapport, avec toutes ses notes et tous ses enregistrements, aux archives de la Bibliothèque du Congrès, avec l'instruction qu'il ne pourrait être consulté qu'après la mort du dernier des 6 orphelins. Sarah Simmons, la Benjamine, mourut en 1989 à l'âge de 101 ans. Son dernier acte conscient fut de chanter un spiritual, sa voix affaiblie mais encore pure. Le rapport de Dr Whitmore fut finalement ouvert à la consultation publique en 1990. Il provoqua un regain d'intérêt pour les violences raciales de l'ère Jim Crow. Des journalistes retournèrent dans le comté de Wilkinson, cherchant des traces physiques des événements. Ils trouvèrent les ruines envahies par la végétation des 6 fermes. Et près de la rivière Oconee, sous un chêne tordu dont la forme distinctive correspondait à une description dans les notes de Dr Whitmore, ils creusèrent. Ils trouvèrent la cache, exactement où Thomas l'avait enterré 84 ans plus tôt. La toile cirée avait protégé les documents de l'humidité. À l'intérieur, les preuves soigneusement compilées par 6 jeunes gens idéalistes qui avaient cru que la vérité et la justice pouvaient triompher. Les transactions financières compromettantes, les témoignages détaillés, les lettres de menaces, les noms, dates et lieux. Ces documents furent versés aux archives d'État de Géorgie. Une plaque commémorative fut érigée près des ruines de la ferme Dalton, portant les noms des 19 adultes assassinés en 1888 et des 6 orphelins qui avaient survécu.
Le comté de Wilkinson, désormais majoritairement noir grâce au changement démographique du XXe siècle, vota pour renommer plusieurs rues en l'honneur des victimes. Mais aucun des coupables ne fut jamais traduit en justice. Tous étaient morts depuis longtemps, emportant avec eux dans leur tombe la satisfaction d'avoir échappé à toute punition terrestre. Les familles blanches qui avaient profité des terres volées ne furent jamais contraintes à restitution. Le système qui avait permis et encouragé ces atrocités s'était simplement transformé, trouvant de nouvelles méthodes de discrimination et d'oppression adaptées à chaque époque. Thomas, Rebecca, Samuel, Mary, Elijah et Sarah avaient vécu des vies longues et, à leur manière, significatives. Ils avaient survécu, alors que tant d'autres n'avaient pas eu cette chance. Ils avaient préservé leur dignité dans un monde qui s'acharnait à la leur nier. Ils avaient transmis à leurs enfants et petits-enfants non pas l'amertume, mais la résilience, non pas la haine, mais la détermination. Mais jusqu'à leur dernier souffle, chacun d'eux porta le poids de cette nuit de mars 1906, quand ils s'étaient tenus sur des caisses avec des cordes autour du cou, contemplant la mort aux mêmes endroits où leurs parents avaient péri 18 ans plus tôt. Cette nuit où ils avaient compris, dans la clarté terrible de la confrontation avec leur propre mortalité, que la justice était un privilège réservé à certains, et que la vérité, aussi puissante soit-elle, ne pouvait pas toujours triompher de la violence organisée et du pouvoir institutionnel. L'histoire des orphelins du clan n'est pas une histoire avec une fin heureuse ou une résolution satisfaisante. C'est une histoire sur le coût humain du racisme systémique, sur la façon dont la violence peut traumatiser non pas une, mais plusieurs générations, et sur la manière dont les injustices du passé continuent de résonner dans le présent. Et c'est aussi une histoire sur la persistance de la dignité humaine face à l'inhumanité, sur la détermination à préserver la vérité même quand cette vérité ne peut pas immédiatement changer le monde, et sur l'espoir fragile mais inébranlable que, peut-être, les générations futures construiront quelque chose de meilleur sur les fondations brisées que nous leur léguons. Cette histoire vous a bouleversé ? Croyez-vous que tout a été révélé, ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans le sol de Géorgie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de l'histoire et partagez cette vidéo avec ceux qui croient que connaître le passé, même dans ses aspects les plus sombres, est essentiel pour construire un avenir meilleur. Les 6 cercueils découverts en 1906 n'ont jamais été expliqués officiellement. Certains pensent qu'il s'agissait d'une mise en scène macabre organisée par le clan. Des cercueils vides destinés à terroriser. D'autres croient qu'ils contenaient réellement les corps des 6 orphelins, et que leur survie ultérieure fait partie d'une couverture élaborée. Les registres sont contradictoires, les témoignages ambigus. Peut-être que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, au bord de la rivière Oconee, sous les étoiles indifférentes de Géorgie. Ce qui est certain, c'est que 6 familles ont été détruites en 1888. 6 enfants ont grandi orphelins. Et 18 ans plus tard, jour pour jour, quelque chose d'horrible a failli se produire sur les ruines calcinées de leur maison d'enfance. Au-delà de ces faits, tout le reste appartient aux ombres de l'histoire, ces zones grises où la mémoire et le mythe s'entremêlent, où la vérité se dissout dans le silence imposé par la peur et par le temps. Mais si vous vous promenez aujourd'hui le long de la rivière Oconee, dans le comté de Wilkinson, vous trouverez ce chêne tordu, maintenant centenaire. Et si vous creusez là où 6 jeunes gens pleins d'espoir ont un jour enterré leurs rêves de justice, peut-être trouverez-vous quelque chose que les historiens ont manqué. Ou peut-être ne trouverez-vous rien du tout, juste la terre rouge de Géorgie, imprégnée de tant d'histoires qu'elle a cessé de révéler ses secrets.